continue avec la myopie. Là, donc, c'est le cours du professeur agrégé Prix. Donc, je vais reprendre ce cours à plus en santé pour des raisons professionnelles. Donc, la première partie de ce cours, c'est une reprise, plus ou moins, c'est un résumé de ce que vous a présenté Dr Saïd. Donc, ça va être très rapide, mais on va insister surtout sur la deuxième partie, quinzaine de minutes, sur la freination de la myopie. D'accord? Donc, je ne vais pas trop me répéter ce qu'elle a dit. Donc, la première partie, c'est l'examen clinique. Elle en a parlé. Donc, les différentes parties de l'examen, de l'interrogatoire jusqu'à l'examen ophtalmoscopique, donc du segment postérieur, du tonus, du segment antérieur et tout. Mais n'oubliez pas l'examen de la surface oculaire qui est très important aussi. Donc, l'examen clinique, pour ne pas me répéter, il y a concernant les signes d'appel déjà de la myopie, il faut insister sur les signes d'appel. Quels sont les signes d'appel d'un patient qui est d'un sujet qui est myope, par exemple? Un patient myope, comment vous savez qu'un patient peut être myope? Il ne voit pas du tout. Il ne voit pas bien de loin, de près. Et qu'est-ce qu'il fait? Voilà. Donc il y a des signes qui évoquent la myopie, comme le crissement des paupières. Donc il faut le rechercher. Donc il ne voit pas le tableau qui est loin. Il se rapproche des objets comme la télé, comme les laptops et tout ça. Bon, il faut bien sûr rechercher les antécédents familiaux de myopie, l'âge d'apparition et rechercher les autres affections qui donnent des myopies de privation, donc, comme les kératites à l'enfance, etc. Donc l'examen, tout d'abord les antécédents, comme on a dit, les antécédents d'allergie qui sont fréquents, les problèmes d'atopie, les antécédents ophtalmologiques lors des périodes périnatales, scolaires, etc. Les problèmes, donc les antécédents généraux, des dystéroïdies, de diabète, qui peuvent donner des variations réfractives. Alors, concernant l'acuité visuelle, il faut la mesurer, donc bien sûr. Donc, toute acuité visuelle n'atteignant pas 10 dixièmes lors d'un contexte réfractif particulier, c'est-à-dire en dehors des aberrations réfractives, donc on doit faire un examen complet avec cycloplégie. Si on n'a pas 10 dixièmes, donc la réfraction, donc il faut faire une réfraction avec cycloplégie, quelle que soit la réfraction, s'il est myope ou non myope. Donc la baisse d'acuité visuelle ne doit pas toujours être mise sur le compte d'une évolution myopique, c'est-à-dire si un myope présente avec 10 dixièmes, s'il aggrave sa myopie et baisse son acuité, ça ne veut pas dire que c'est la myopie qui est la cause de la réfraction et qui est la cause de la baisse de la vision. Il faut rechercher les autres complications de la myopie et les répercussions de la myopie sur l'acuité visuelle. Alors, il existe une relation approximative entre, vous l'avez vu tout à l'heure, entre les dioptres et la vision en dixième sans correction. Donc déjà, sans correction, donc vous les mettez à 4 mètres ou à 5 mètres, vous avez une idée, normalement, sur la myopie ou la réfraction du patient. Alors, s'il voit entre 5 et 7 dixièmes, normalement, il devrait avoir une myopie cornéenne de moins 0,75 dioptrie. S'il voit entre 2 et 4 dixièmes, c'est moins 1,5 dioptrie. S'il voit 1 dixième au maximum, qu'il est à peu près à moins 3 dioptries. En dessous de 1 dixième, c'est-à-dire 1 vingtième, c'est qu'il voit, donc c'est qu'il a une réfraction de moins 6. Devant donc une discordance marquée de ce rapport, un spasme accommodatif doit être suspecté et un examen, donc on revient à la cycloplégie. Donc s'il est, par exemple, il voit un vingtième, vous n'avez pas moins 6, vous avez moins 3 par exemple, ou vous avez moins 9, vous faites la cycloplégie. Donc il est impératif de faire cette cycloplégie afin d'éliminer une myopie par spasme accommodatif et éviter une surcorrection. Les résultats obtenus par les réfractomètres automatiques
ne devront pas être pris en compte sans une confrontation avec les autres données de l'examen. Alors, concernant la correction optique, la méthode subjective, elle va permettre de parachever la correction de la myopie, éventuellement de l'astigmatisme associé. Donc, on devra user du test duochrome. Donc, comme vous l'a dit Dr. Sayed, on stabilisera la correction quand la lecture sera à peu près plus facile dans le rouge, un peu en avant de la rétine, ce qui évitera la surcorrection. Donc, l'âge de début de la myopie se situe entre 5 et 10 ans. La correction de cette de myopie débutante se fait la correction par les lunettes, non pas par les lentilles. Elle doit être complète, la mieux supportée, sans tomber dans la surcorrection. Donc on essaiera d'avoir 10 dixièmes pour chaque œil. La surveillance se fera tous les 6 mois jusqu'à stabilisation. Donc le terme stabilisation de la myopie, de la progression de la myopie, il est important à connaître. Donc, ce qui concerne la myopie faible et débutante à l'âge scolaire. Donc, concernant la myopie de l'adolescent, il peut s'agir de myopie faible ou moyenne qui a débuté à l'âge scolaire et continue à l'âge de l'adolescence et elle va se stabiliser peut-être à l'adolescence. Donc, une première correction complète chez les adolescents qui n'a jamais porté de lunettes peut ne pas être supportée pour le travail de trait. Donc, il faut, chez l'adolescent, donner une correction qui est un peu plus faible. Il ne faut pas surcorriger, dans genre le terme de surcorrection. Il ne faut pas surcorriger les adolescents myopes, peut-être donner moins de correction, ensuite augmenter petit à petit la correction. Donc, à la fin de l'adolescence, peut-être la fin de l'adolescence peut être le début d'une myopie faible, qui va se manifester volontiers chez les patients qui ont une activité universitaire très active. Avec une activité, ça va incriminer le travail de près qui va provoquer la progression de la myopie à cet âge-là. Donc, ensuite, la myopie de l'adulte. La myopie de l'adulte peut être moyenne ou faible aussi. Cette myopie, elle est stabilisée à cet âge. Donc, des troubles de la motilité peuvent modifier la correction finale chez l'adulte avec, en cas d'exophorie, une exophorie, elle peut bénéficier pour l'exophorie, elle peut bénéficier d'une légère surcorrection. Donc, quand il y a une exophorie, on fait une surcorrection pour stimuler l'accommodation et la convergence. En cas d'ésophorie, on fera une sous-correction. Pour la myopie forte, la myopie forte, c'est un vrai problème en matière d'ophtalmologie. En cas de myopie forte, il faut la diagnostiquer. C'est capital. Donc la correction, elle doit être faite le plus tôt possible. Elle est guidée par la skiascopie, avec un port permanent de la correction et une surveillance régulière tous les 6 mois pour surveiller la progression de cette maladie qui peut être très rapide. Peut aller jusqu'à des longueurs axiales de 35 et 36 mm. Donc, l'inspection, je vais aller rapidement. Donc, comme l'a dit le Dr. Sayed, chez le myope fort, il peut donner une pseudo-exophthalmie avec l'aspect comme vous l'a montré tout à l'heure dans l'iconographie, peut présenter un pseudo-ptosis avec une fréquence importante du clignement. Donc, il faut inspecter la tonicité palpébrale et l'hygiène palpébrale, bien sûr. Donc, concernant l'oculométricité, ça a été très bien détaillé avec Dr. Saïedi. Donc, il faut rechercher les exophories, les exotropies, avec un bon bilan orthoptique, rechercher un strabisme convergent ou un déséquilibre vertical. Donc, ceci pour le. Donc, concernant la cornée, ce qui est important en matière de cornée, il faut donc faire la pachymétrie qui doit être systématique chez les patients myopes. Pour les patients myopes, l'épaisseur cornéenne centrale est inférieure chez les myopes forts. Les myopes forts, ils ont une épaisseur cornéenne centrale qui est inférieure à la normale. Et il faut rechercher, donc il faut examiner
si possible l'endothélium et si possible microscopie spéculaire, rechercher une pseudo-exfoliation qui est présente chez les myopes, qui est un peu plus qui peut être fréquente chez les myopes, et examiner le film lacrymal qui peut être pathologique chez les myopes. Donc film lacrymal, endothélium, l'angle iridocornéen et l'épaisseur cornéenne centrale. Concernant la pression intraoculaire, donc elle doit être mesurée à plusieurs reprises et à différentes heures, donc lors de la journée, plusieurs journées de suite, et corrélée à la pachymétrie et à la longueur axiale. Donc, on va corréler la pression intraoculaire à l'épaisseur cornéenne, mais aussi à la longueur axiale, et pas seulement à la pachymétrie. Donc, aux alentours de 19 mm de mercure, elle est pathologique si la longueur axiale elle est supérieure à 28. Donc, si pour une longueur axiale supérieure à 28, donc on fait fort, supérieure à 26. Donc, fort, longueur axiale supérieure à 26. Donc, pour une longueur axiale supérieure à 28, avec une épaisseur de 19 mm de mercure, déjà, ça peut être pathologique. Donc, après un port de lentilles souple de 0,3 à 0,7 mm d'épaisseur, on trouve une augmentation de l'épaisseur cornéenne, respectivement de 40 à 41 micromètres, ce qui peut surestimer la pression intraoculaire. On aura une épaisseur cornéenne plus élevée, une pseudo-élévation de la pression intraoculaire. Donc il faut faire attention, j'ai juste une remarque pour vous dire qu'il faut faire attention lors de la mesure de la pression intraoculaire chez un patient myope fort. Maintenant, la deuxième partie dont je parlais, c'est la frénation de la myopie. Je suis désolé, parce que... donc la prévalence de la myopie, donc, on en a parlé, 30% en Europe, 90% dans certains pays du Sud, est très fréquente. Donc maintenant, actuellement, on essaie de freiner cette myopie à cause des complications, parce que c'est un problème de santé publique dans certains pays, vu la fréquence de cette pathologie, et des complications surtout de cette pathologie, comme le décollement de rétine, la cataracte, le glaucome du myope et les maculopathies. Donc, afin d'éviter les complications à l'âge adulte, on essaie de freiner cette myopie à l'âge scolaire ou à un âge plus précoce. Donc, l'intervention, quand est-ce qu'on va intervenir? C'est sur la population pédiatrique, d'accord? Ce n'est pas chez les adultes, mais chez les enfants. Alors, concernant la physiopathologie donc, de la frénation, donc, il s'agit d'ajuster, concernant le processus d'émétropisation, il s'agit d'un ajustement de la longueur axiale en fonction des caractéristiques optiques de la cornée du cristallin à partir de l'âge de 2 ans. Donc à partir de l'âge de 2 ans, il va y avoir un phénomène d'émétropisation, c'est-à-dire l'œil va se moduler, il va augmenter de taille pour avoir l'émétropisation. Donc il va y avoir une autorégulation de la longueur axiale afin de focaliser l'image sur la rétine. Donc la taille finale du globe donc atteinte, elle est adaptée aux différents paramètres biométriques et au type de vision prépondérant chez le sujet. Si le sujet il voit trop de près, donc il va avoir une longueur axiale bien précise. S'il voit trop de loin, s'il ne voit pas, il va avoir une longueur axiale différente de l'autre. Donc ça dépend de l'activité du sujet en fait. C'est un phénomène environnemental et évolutif à partir de l'âge de 2 ans. Les molécules qui sont incriminées à partir des études qui ont été faites, c'est la dopamine en fait, et c'est essentiellement la dopamine qui inhiberait l'élongation du globe oculaire. Donc il y a d'autres molécules antimuscaréniques comme la pyrenzépine qui s'associe au récepteur M1 et qui va augmenter l'expression des inhibiteurs des métalloprotéinases, c'est-à-dire qui va inhiber les métalloprotéinases afin de laisser donc le globe augmenter de taille. Donc la dopamine serait je dis, la molécule qui serait en cause.
Alors, passer du temps à l'extérieur pendant l'enfance, quelle est sa place concernant la freination de la myopie? Oui, ça peut freiner l'évolution de la myopie. L'activité du sport et l'activité à l'extérieur va stimuler, donc, va intervenir dans la freination de l'évolution de la longueur axiale du globe via la sécrétion du système de dopamine en fait. Donc certains, d'après des articles ou des méta-analyses, disent qu'une heure, une mesure, passer 11 heures par semaine à l'extérieur pourrait prévenir l'évolution vers la myopie. Toujours, c'est des sujets jeunes. Alors, quel est l'intérêt d'adopter les lentilles rigides? Donc, il y a certaines rumeurs qui disent que les lentilles rigides ralentissent la progression de la myopie. En fait, c'est infondé, les lentilles rigides, je parle d'orthokérato, donc ces lentilles rigides, elles ne ralentissent pas. L'effet des lentilles, c'est un effet transitoire, il s'agit d'un aplatissement tout simple de la cornée qui est très transitoire. Donc le port journalier de lentilles rigides ne ralentit pas la progression de la myopie. Donc c'est infondé. Donc aucune étude n'a montré l'effet d'arrêt de la progression de la myopie chez l'enfant et l'adolescent. Qu'en est-il pour les verres double foyer, les verres progressifs? Donc je vais m'expliquer. La prescription de verres correcteurs bifocaux ou progressifs, ça va pallier à l'insuffisance de l'accommodation supposée chez les sujets myopes. Les myopes, ils vont, par leur vision de près, certains myopes vont accommoder, ils vont faire progresser leur myopie. Donc ils ont prescrit des verres avec une vision de loin, une vision de près pour éviter ce phénomène. Donc la portion inférieure de ces verres, donc particulier de lunettes, est munie d'une puissance additionnelle pour la vision de près. Certaines études ont montré que ce type de verre pourrait ralentir la progression de la myopie, mais de manière qui n'est pas significative sur le plan clinique. L'intérêt des verres progressifs n'est pas suffisant pour être considéré comme une stratégie pour ralentir la progression de la myopie. Donc, c'est aussi à rejeter. Donc, maintenant, on va parler de l'orthokératologie qui, elle est efficace pour ralentir la myopie. C'est quoi l'orthokératologie? Donc, elle consiste à faire porter des lentilles rigides la nuit pour induire une correction temporaire pendant la journée. Donc, de la myopie, pour une durée espérée qui couvre normalement toute la journée suivante. Donc, les lentilles utilisées pour l'ortho visent à induire un changement de forme de la cornée, c'est un aplatissement central la nuit pour corriger le matin. Puis on enlève bien sûr, pour corriger la vue le lendemain. Donc l'efficacité de l'ortho est limitée aux myopies faibles, il faut savoir, donc c'est important, car il n'est pas possible d'aplatir le centre d'une cornée au-delà d'une certaine limite. Donc, concernant l'ortho, comment on fait? Donc les lentilles rigides perméables au gaz la nuit sont portées, donc durant le sommeil, avec un changement temporaire de courbure de la courbure cornéenne pour avoir une vision nette le jour. Et ça, sans lentilles. D'après cette étude, il y aurait une réduction de l'élongation du globe oculaire de 30 à 71%. Donc, ça serait une étude, en fait, d'après les résultats de cette étude, qui est récente. Donc, l'ortho, elle réduirait de 30 à 71% l'élongation du globe oculaire. Donc, ce serait très efficace avec une modification de la forme de la cornée. Ça freinerait en fait l'élongation du globe et réduirait la progression de la myopie. L'efficacité de l'ortho est limitée aux myopies faibles, je l'ai dit déjà, car il n'est pas possible d'aplatir au-delà d'une certaine limite, d'où l'intérêt chez les enfants ayant une myopie aux alentours de moins 4 à 5 dioptries. Alors, quels sont les risques de cette technique? Tout d'abord, les risques infectieux. Donc, une étude à large échelle, donc c'est des sujets de moins de 18 ans, avec un port de 19,8 mois, une médiane de 19,8 mois, ils ont trouvé plusieurs complications
infectieuse avec essentiellement 3 germes. Le pseudomonas dans 36% des cas, les acanthomies dans 32% des cas et le staph dans 6% des cas. Donc vous voyez que le pseudomonas c'est un germe qui est très virulent et dans presque le tiers des cas, ils ont trouvé une infection à pseudomonas. Donc ce n'est pas une technique qui est sans risque. Donc c'est une technique qui peut donner des complications assez graves qui peuvent mener vers la perte fonctionnelle de l'œil. Donc, il y a aussi l'effet rebond. C'est quoi l'effet rebond? À l'arrêt, donc d'après cette étude, donc toujours c'est une étude multicentrique, donc il y a un effet rebond à l'arrêt du trait de l'ortho. Donc, étude sur des sujets entre 6 et 7 ans, ils n'ont pas trouvé une durée bien exacte pour laquelle il n'y a pas cet effet rebond. Quand ils arrêtent, il y a un effet rebond et ça reprend, la progression reprend. Donc l'ortho ne stoppe pas la progression après avoir enlevé cette technique, après avoir arrêté cette technique, d'après cette étude, bien sûr. Donc, d'après cet article, les meilleurs candidats seraient les enfants entre 6 et 9 ans, avec une progression rapide de la longueur axiale de 0,2 mm tous les 7 mois, ou bien d'un équivalent de 1 dioptrie par an. Donc, ce sont les sujets, les meilleurs candidats à cette technique de freination de la myopie. On va à la dernière technique qui est vraiment la technique efficace, c'est prouvé, c'est l'écolire. On utilise l'écolire pour freiner la myopie. L'effet freinateur, il est indiscutable sur l'évolution de la myopie des collyres. Et quels sont ces collyres? C'est les antimuscariniques qui ont un effet atropinique. Donc, donc le mécanisme, il n'est pas certain, mais les deux mécanismes, c'est une dilatation de l'atropie avec une paralysie partielle ou complète de l'accommodation. Donc l'atropine serait donc la molécule la plus utilisée. Ces deux agents-là, ils ont des effets bénéfiques qui sont démontrés en pratique clinique. Donc, mais c'est donc l'atropine et l'autre molécule, elles ne sont pas dénuées d'effets indésirables. Ce sont les effets de l'atropine, tout simplement. Donc, afin de réduire l'effet indésirable de ces deux molécules, donc ils ont testé plusieurs concentrations, 0,5%, 0,1% et 0,01%. Le collyre, il est administré le soir, au coucher et dans chaque œil. Donc, la concentration de 0,01% semble réduire la progression de la myopie de moitié vis-à-vis de données recueillies dans un groupe témoin par rapport à un groupe placebo. Donc la concentration recommandée serait la concentration de 0,01% avec une instillation le soir au coucher dans chaque œil. Elle donnerait le moins d'effets indésirables et serait la plus efficace, avec le maximum d'efficacité. Donc, le fait qu'il n'y ait pas de données permettant d'établir clairement l'effet de l'atropine sur la longueur axiale de 0,01%, avec un ralentissement de l'élongation oculaire, incite pour l'instant à la prudence et prendre une confirmation formelle que l'atropine pourrait réellement freiner la progression de la myopie et qu'il n'y ait pas de rattrapage évolutif à l'arrêt du traitement. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que certes, l'atropine à 0,01% freine la myopie, comme l'ortho, mais rien ne prouve qu'après l'adolescence ou à l'âge adulte, il ne rattrape pas. Il n'y a pas d'études qui ont pris des personnes très jeunes et l'ont suivi 40 ou 30 ans plus tard. Mais l'effet sur 10 ans, il est prouvé, ça freine la myopie. Et on l'utilise pour les myopies qui progressent rapidement. Donc je vous ai montré les sujets candidats, comme pour l'ortho, les sujets candidats pour les collyres, pour l'atropine. Alors, d'après ces deux études, les effets secondaires de l'atropine les plus
Les plus notés, c'est les sécheresses buccales, céphalées, HTA, constipation, manifestations neurologiques, photophobie, troubles de la vision de près et des réactions allergiques locales. C'est l'effet de l'atropine tout simplement, bien que l'atropine soit dosée à 0,01%. Donc l'efficacité, concernant l'efficacité, celle qui est dosée à 0,05% serait la plus efficace, mais elle aurait plus d'effets indésirables. On utilise, comme elle dit, le 0,01%. Il y aurait, d'après cette étude multicentrique, la même tolérance pour les trois concentrations, 0,01, 0,05 et 0,025. C'est notre étude qui est récente, elle a été faite en 2018. Mais il faudra d'autres études à plus large échelle pour voir si elle a déjà un effet rebond ou des effets secondaires à plus long terme. Donc retenez la concentration à 0,01%. Donc, des études récentes suggèrent que le port de lentille bifocale et l'administration d'atropine à 0,01% pourrait freiner la myopie, c'est-à-dire ralentir son évolution en termes de correction. C'est pas en termes d'élongation du globe. Les effets sur l'allongement du globe, ce serait un véritable enjeu et ça demeure incertain concernant l'allongement du globe oculaire. L'ortho expose à des contraintes, des risques infectieux qu'on a tout à l'heure détaillés. Donc, pour conclure, l'atropine à faible concentration est un moyen efficace pour limiter la progression de la myopie chez l'enfant. Les meilleurs résultats, donc pour avoir de meilleurs résultats, il faut motiver les parents et l'enfant concernant l'adhérence au traitement, parce que c'est un traitement au long cours, et leur expliquer les modalités du traitement. Donc l'éducation, elle est très importante, et leur expliquer que la myopie, dans la myopie forte, quand la myopie va évoluer, il va y avoir des complications. Il doit passer plus de temps à l'extérieur, donc pas seulement utiliser l'atropine, mais il doit passer du temps à l'extérieur, diminuer tout ce qui sollicite la vision de près. Donc, ce sont les trois recommandations à dire aux enfants et aux parents pour diminuer la progression de la myopie. Concernant le protocole et la durée, il n'y a pas de protocole bien précis quant à la durée de la prescription de l'atropine à 0,01%. Donc, concernant la HORT, pour finir, c'est la dernière diapo. Concernant la World Society Pediatric Ophthalmology and Strabismus consensus en 2016, qu'est-ce qu'ils disent? Concernant les conseils de vie, il faut passer le maximum de temps à l'extérieur pour les enfants. Pour le travail de près, il faut limiter au maximum le travail de près sur les laptops et tout ce qui sollicite l'accommodation et le travail de près. Mais les études sont encore discordantes. Concernant les actions qu'on peut entreprendre pour retarder la myopie. Ce qui ne fonctionne pas, c'est les sous-corrections. Ça ne fonctionne pas. Ce qui ne fonctionne probablement pas, c'est les verres bifocaux, les verres progressifs, les verres de contact dont j'ai parlé tout à l'heure. Ce qui fonctionne peut-être, c'est l'orthokératologie et la défocalisation. Mais ce qui fonctionne certainement, c'est l'atropine. Et l'atropine dosée à 0,01% parce que là, le minimum d'effet secondaire. Voilà.